pour Cette l'ANIA. conférence va maintenant être enregistrée. Donc, je travaille pour l'ANIA et mon travail, c'est notamment d'aider les entreprises et les accompagner dans leurs projets d'innovation. Et ce qu'on sait, c'est que le plus important pour bien réussir un projet d'innovation, c'est d'être bien accompagné. Et les instituts Carnot qu'on va vous présenter aujourd'hui sont des acteurs, à mon avis, incontournables sur euh, les sujets d'alimentation. C'est pour ça qu'on a décidé de vous proposer ce webinaire de présentation. Donc, on va vite leur donner la parole. L'idée, c'est qu'ils puissent présenter. Donc, il y a 2 instituts Carnot qui ont eu la gentillesse aujourd'hui de prendre du temps pour présenter leur travail. L'Institut Caliment et l'Institut Agri-Food Transition. Donc, merci à eux. L'idée, c'est vraiment qu'ils nous exposent leur fonctionnement, leur champ de compétences et ils sont venus accompagnés d'entreprises qui ont fait appel à leur service et qui pourront faire un retour d'expérience. C'est toujours intéressant de voir comment ça se passe. Je vous propose, pour que ce soit fluide, de poser vos questions si vous en avez au fur et à mesure de leur présentation dans le chat et c'est moi qui leur réadresserai à la fin du webinaire. Ce sera plus simple que de prendre la parole et d'interrompre les intervenants en distanciel. C'est toujours un peu compliqué de fonctionner comme ça. Donc voilà. Globalement, ce que je peux vous dire, c'est que les présentations qui vont être projetées aujourd'hui, vous les recevrez. Le webinaire, vous l'avez peut-être entendu, est enregistré, donc vous aurez le replay. Et puis, en effet, si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. Je leur réadresse en fin de webinaire pour que vous puissiez obtenir vos réponses. Coupez vos micros quand vous ne parlez pas. Enfin, maintenant, on est tellement habitués, je pense que ça coule de source. Du coup, je vais passer la parole au premier intervenant qui est Marc Danjon, donc directeur de Agri-Food Transition. Merci à lui et merci à vous d'être là. Bon webinaire. Bonjour à tous. Alors en fait, c'est moi qui vais commencer a priori à présenter. On va présenter à n'importe deux quoi. voix. Donc Anna pour Caliment. Merci. Donc Anna, je suis chargée d'affaires du Carnot Caliment. Donc merci Françoise pour cette introduction et merci également plus généralement pour l'invitation à participer à ce webinaire. Et donc nous allons commencer avec Marc à vous décrire ce qu'est le dispositif Carnot et puis ce à quoi ils répondent et puis les missions des Carnot. Donc, le label Carnot a été mis en place en 2006 par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et il s'inscrit dans une volonté du ministère de développer la recherche partenariale, c'est-à-dire la recherche bilatérale public-privé. En effet, cela part du constat que la recherche partenariale peut constituer un levier important pour l'économie en favorisant l'innovation des entreprises. Et donc, a fortiori, c'est un gage de compétitivité et de croissance pour l'économie. Dans ce contexte, deux moyens d'action sont envisagés pour favoriser la recherche partenariale. À la fois rapprocher les deux mondes de la recherche et de l'entreprise en favorisant l'échange entre ces deux écosystèmes et en faisant évoluer les cultures. Et puis également mettre en synergie les dispositifs et les acteurs qui ont vocation à favoriser le développement de la recherche partenariale. Et c'est tout l'objet des Carnot qui ont pour objectif central d'œuvrer pour que la recherche publique serve à développer l'innovation des entreprises et de la compétitivité de notre économie, sachant que le dispositif Carnot s'adresse bien sûr à toutes les typologies d'entreprises, des plus petites, des PME, des ETI aux grands groupes, et s'adresse bien sûr également aux entreprises qui n'ont pas l'habitude de la recherche publique. Alors, qu'est-ce que le Carnot? Qu'est-ce qu'un Carnot? Donc, je vous le disais, la mission des Carnot, c'est le développement de la recherche pour l'innovation des entreprises. Alors, actuellement, en France, il y a 39 Carnot sur l'ensemble du territoire national. Et donc, concrètement, ce sont en fait des réseaux de laboratoires de recherche publique et de centres techniques qui sont labellisés par le ministère de la Recherche parce qu'ils remplissent
plusieurs critères. À la fois, ils ont une excellence scientifique sur un domaine dédié, et puis ils ont une activité partenariale forte, c'est-à-dire que ce sont des laboratoires, des chercheurs qui ont l'habitude de la collaboration publique-privée avec les entreprises. Et donc, ça rejoint le troisième critère de sélection, qui est le professionnalisme des relations de ces laboratoires de recherche et des chercheurs avec les entreprises, qui peut par exemple se traduire par la mise en place de démarches qualité, de certification, etc., de la part des Carnot. Et donc, le dispositif Carnot est piloté par l'État, donc par l'intermédiaire du MESRI, qui décerne le label à l'issue d'un appel à projet sélectif qui est renouvelé tous les 3 ou 4 ans. Et puis, c'est l'Agence nationale de la recherche qui assure la gestion du dispositif. Alors, slide suivante, s'il te plaît, Elisabeth. Merci. Donc, je l'ai dit, il y a 39 Carnot actuellement en France, et donc qui constituent un réseau multidisciplinaire qui peut vraiment apporter des réponses aux projets d'innovation des entreprises dans tous les secteurs économiques. À commencer, puisque c'est l'objet de ce webinaire, par l'agroalimentaire, la nutrition, la santé, qui sont représentés aujourd'hui donc par les Carnot Agri-Food Transition et Qualiment, mais également sur d'autres secteurs comme les matériaux, l'automobile, les services, les biens de consommation, l'aéronautique, l'informatique, par exemple. Et donc, les instituts, les Carnot ont vraiment une forte présence au plus près des entreprises en région. Et cela se traduit notamment par une articulation forte et une proximité avec, par exemple, les pôles de compétitivité et autres structures de soutien à l'innovation en région. Concrètement, les Carnot, ce sont vraiment des portes d'entrée uniques pour les entreprises vers la recherche publique. Donc, en fait, quand une entreprise a une problématique sur un domaine donné et ne sait pas vers qui se tourner, elle nous contacte, elle contacte les Carnot, et nous, on a pour mission de rediriger l'entreprise vers là où les équipes les plus pertinentes au niveau national pour répondre à sa problématique. Que ce soit d'ailleurs des équipes de recherche qui sont labellisées Carnot, ou même des équipes qui ne sont pas labellisées Carnot, l'objectif étant qu'elles soient les plus pertinentes pour répondre à la problématique. Alors, c'est vraiment un dispositif qui est responsabilisant et vertueux dans le sens où les Carnot bénéficient de la part de l'ANR et du ministère d'un soutien financier qui est calculé en fonction des résultats, du chiffre d'affaires réalisé avec les entreprises. Et donc, ce financement qui est apporté à chacun des Carnot, il permet aux Carnot de financer ce qu'on appelle des projets de ressourcement. Donc, ce sont des projets de recherche entre les laboratoires de recherche publics, donc qui n'associent pas d'entreprise, mais qui ont pour but de permettre aux laboratoires de recherche publique d'acquérir les compétences qui, demain, leur permettront de répondre aux besoins d'innovation des entreprises. Ensuite, l'un des grands points forts des Carnot, c'est que leur fonctionnement c'est qu'ils ont un fonctionnement en réseau intégré, puisque les Carnot sont fédérés par l'association des Carnot, et puis les Carnot communiquent beaucoup ensemble, bien sûr. L'objectif premier pour les Carnot étant d'être en mesure de proposer aux entreprises et aux acteurs socio-économiques une offre de compétences qui soit commune et structurée, avec une réponse globale aux problématiques posées. Depuis leur création en 2006, le dispositif Carnot a fait ses preuves, puisqu'on constate une forte croissance de la recherche contractuelle pour les entreprises, avec une multiplication de 2,7 en 13 ans pour l'ensemble des entreprises, et même de 7,9 pour les PME. Et donc, quelques derniers chiffres pour bien illustrer le fait que, par définition, les laboratoires de recherche publics qui sont labellisés Carnot ont l'habitude de la recherche partenariale avec les entreprises. C'est que les laboratoires des Carnot représentent 55% de la recherche en termes de chiffre d'affaires, de volume confié par les entreprises aux laboratoires, pour seulement 20%
des effectifs de la recherche. Donc, ce sont vraiment des laboratoires très actifs en termes d'activité partenariale. Alors, je laisse la parole à Marc pour poursuivre cette présentation des carnets. Merci Anne pour ces premiers éléments. Je voudrais les compléter avec quelques autres slides. En premier lieu, la couverture, finalement, la couverture des prestations en termes de recherche que vous pouvez solliciter auprès des Carnot. Pour ceux qui ne connaissent pas les TRL, les niveaux de maturité technologique, vous savez que l'OCDE, en fait, distingue 3 niveaux de recherche. La recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. Les Américains ont mis au point une autre échelle qui est utilisée aujourd'hui dans les projets européens. Au niveau des projets H2020, on vous demande de préciser dans vos projets le niveau de TRL dont vous partez, le niveau de TRL que vous souhaitez atteindre. Donc le niveau, c'est une échelle à 9 valeurs. Le niveau 1 étant la recherche la plus fondamentale, le niveau 9 étant le produit sur le marché. Et vous voyez que vous avez une progression pour aller, on va dire, les niveaux 3 et 4 qui sont les preuves de concept, les niveaux 5 qui sont les premiers prototypes, 6 et 7 où on est sur la montée en puissance et 8 l'industrialisation. Dans le réseau des Carnot, en fait, nous travaillons sur des projets qui peuvent couvrir des TRL allant de 1 à 7, dans la mesure où les TRL 8 et 9, vous entrez dans le domaine de l'économique, vous entrez sur le marché, donc c'est plus notre chantier. On va dire que les unités de recherche publique sont plutôt préférentiellement sur les TRL bas, et les centres techniques associés dans les instituts Carnot, eux, permettent de faire le lien justement vers les TRL 6 et 7, et tout s'articulant autour des TRL 3 et 4. Le deuxième élément que je voulais rajouter, depuis 2 ans maintenant, l'association des instituts Carnot a mandaté OpinionWay pour faire un sondage auprès de pas mal d'entreprises, puisqu'il y a 500 entreprises et 100 startups, avec un certain nombre, une trentaine de questions sur la perception finalement des entreprises et des startups et de la recherche publique, la perception qu'elles ont de la recherche publique et le recours qu'elles ont au niveau de la recherche publique. On voit que l'opinion sur la capacité de recherche publique à répondre aux gros enjeux économiques et sociétaux est extrêmement fort au niveau des entreprises, puisque l'opinion est bonne ou très bonne à 81%, et mauvaise à 15%. Donc c'est plutôt un élément, je dirais, encourageant et qui peut peut-être battre en brèche certaines idées. Donc plutôt je dirais une bonne appréciation des capacités de la recherche publique par les entreprises. Le deuxième sujet, c'est finalement quels sont les éléments susceptibles, les facteurs susceptibles d'inciter les entreprises à mobiliser la recherche publique et notamment mobiliser les instituts du réseau Carnot. Les entreprises font ressortir un certain nombre de facteurs prioritaires. Le premier facteur, ce sont les avantages fiscaux, qui s'illustrent par le crédit impôt recherche pour 45 entreprises sur 100. Le deuxième, c'est une meilleure information sur l'offre recherche et R&D. Donc, l'accès au Carnot permet d'avoir une offre structurée autour des différentes filières et chacun des Carnot développe une offre structurée vers les entreprises des marchés qu'ils couvrent. C'est ce qu'on va vous présenter après pour Caliment et pour AgriFood Transition. Et puis, un point très très important, le fait d'avoir un interlocuteur unique est un élément important pour une entreprise sur 3. Sachez que l'intérêt de passer par les Carnot, par les instituts Carnot, c'est justement d'avoir cet interlocuteur unique qui va se charger de la coordination des projets s'ils font intervenir plusieurs laboratoires. Et je vais redire ce qu'a déjà dit Yann, mais quel que soit le Carnot auquel vous vous adressez et quel que soit votre besoin, nous avons l'engagement dans la charte que nous signons collectivement de transmettre et de vous accompagner vers les autres Carnots susceptibles de répondre à vos besoins si nous ne sommes pas capables de le faire. Donc, vous pouvez rentrer dans n'importe quel Carnot,
normalement, on doit pouvoir vous orienter vers les bons carnaux. Je passerai sur les autres points qui sont moins importants, mais on voit qu'au niveau du réseau Carnot, les 3 premiers points sont plutôt bien remplis. Le dernier élément, parce qu'aujourd'hui on parle de Caliment et d'agri-food transition, hein, on remercie Lania pour nous avoir invités mieux vous faire connaître notre dispositif, mais si on reprend la filière complète agricole, aquacole et agroalimentaire, on voit que sur ces chaînes de valeur, il y a un certain nombre je dirais de maillons dans cette chaîne, allant de l'agrofourniture à la gestion des déchets. Et on a souhaité vous présenter un petit peu l'environnement finalement, quels sont les carnaux qui couvrent l'ensemble de cette chaîne de valeur. Donc vous voyez que sur la production agricole, c'est-à-dire sur les 3 premiers maillons de la chaîne finalement, agrofourniture, production agricole, stock et transport, vous avez un certain nombre de carnaux, par exemple Plante Tout Pro qui est sur les végétaux, France Futur Élevage qui est plutôt sur effectivement l'élevage, comme son nom l'indique, et puis 2 autres carnaux, Environnement et 3 Bécard, qui travaillent ou sur l'eau ou sur la valorisation des biomasses. Et puis, dans la partie industrie alimentaire, donc vous retrouvez effectivement sur les 5, 6, 7 Caliment, qui va vous être présenté aujourd'hui. Vous retrouvez également partiellement Environnement 3 Bécard. Et puis, vous trouvez l'Institut Carnot Agri-Food Transition, qui couvre, lui, l'intégralité de la chaîne de valeur, avec une vision systémique, on va dire une vision peut-être moins pointue que vous pouvez avoir, puisque vous voyez, finalement, vous avez, on va dire, des carnaux qui sont plutôt en silo, plutôt très spécialisés, et puis notre carnot qui est plutôt transversal. Alors, on vous expliquera après pourquoi il est transversal, lié à son histoire, mais vous voyez que vous avez un ensemble de compétences disponibles et accessibles à tous les niveaux et sur tous les maillons de la filière agricole, aquacole et agroalimentaire. Je vais maintenant, après ces précisions, repasser la parole à Anne pour qu'elle puisse vous présenter plus en détail l'Institut Carnot Caliment. Merci. Alors, hop, je vais partager mon écran. Alors, excusez-moi pour le petit laps de temps. Voilà. Alors oui, effectivement, donc Caliment, Marc, vous l'aviez, je vous ai également juste avant, donc c'est un carnot qui est vraiment centré sur l'alimentation humaine. Et donc, son objectif, c'est d'accompagner les entreprises pour le développement d'aliments mieux construits, mieux produits, mieux perçus et mieux adaptés. Alors, donc je vais vous présenter le carnot Caliment et puis ensuite interviendront Stéphanie Marie Dutch de l'UMR STLO, membre de Caliment, et Jérôme Nier de la société Tribala qui vous partageront leur expérience de collaboration. Alors, Caliment, donc son objectif, je viens de vous le dire, c'est d'accompagner les entreprises de l'agroalimentaire dans leurs projets d'innovation, d'amélioration, de repositionnement. C'est l'un des 5 carnots qui est porté par l'Institut national de la recherche pour l'alimentation, l'agriculture et l'environnement, donc INRAE. Et les 4 autres carnots donc, qui sont portés par INRAE viennent de vous être présentés par Marc, donc les carnots Plante Tout Pro, 3 Bécard, France Futur Élevage, et puis le carnot Eau et Environnement depuis la fusion récente d'INRAE et d'IRSEA. Et donc, parmi les membres de Caliment, donc on compte 13 entités. Cela n'exclut pas qu'on travaille avec d'autres entités et avec les autres carnots, bien sûr, mais vraiment qui sont labellisés Caliment. Donc, Carnot Caliment, donc on a 13 membres, parmi lesquels un certain nombre d'UMR, dont fait partie donc le STLO, Sciences et Technologies du lait et de l'œuf, représenté par Stéphanie Dutch aujourd'hui. Mais également donc un centre technique qui est le centre technique de la conservation des produits agricoles avec des implantations un petit peu partout sur le territoire national, et c'est le cas de manière générale des entités de Caliment. Parmi les membres de Caliment, outre les UMR, on a également un démonstrateur pré-industriel en métagénomique, donc Métagénopolis en Île-de-France, qui est porté qui est de tutelle INRAE.
Le hall agroalimentaire et bio-industriel de la SAT Science fait également partie de Caliment. Le CRNH d'Auvergne, qui est un GIP qui dispose d'une plateforme de recherche clinique dans le champ de la nutrition. Et puis voilà, les autres membres sont des UMR. Caliment, je vous l'ai dit, c'est un carnot qui est porté par INRAE, mais néanmoins, il y a d'autres tutelles qui sont membres de Caliment, et parmi lesquelles un certain nombre d'écoles et d'universités, notamment dans les UMR, donc avec AgroParisTech, AgroSud Dijon, l'Université d'Avignon, le CNRS est également membre tutelle de Caliment, le CLRNH et le CPCPA, on l'a déjà évoqué, l'Institut Agro et notamment AgroCampus Ouest au niveau du STLO, Oniris avec le GEPEA, le CGA, Science, l'Université de Bourgogne et l'Université de Clermont-Auvergne. Et donc, le Carnot Caliment a défini ce qu'on appelle une stratégie de recherche partenariat. En fait, cette stratégie reflète le positionnement de Caliment et des laboratoires de recherche et les priorités à venir pour les innovations potentielles. Et je vous précise, puisque j'ai oublié de le faire à la place sur la slide d'avant, c'est que Caliment est composé de 700 ETP recherche qui publient annuellement environ 800 publications de rang 1. Et donc, pour en revenir au positionnement stratégique de Caliment, donc celui-ci est décliné en 3 axes. Le premier relève des nouvelles protéines, des ferments fonctionnels et des probiotiques, avec un premier volet sur ce qu'on va appeler la structure, la digestibilité, la biodisponibilité et les effets métaboliques des protéines, avec tout ce qui concerne donc d'une part les protéines végétales, donc les aspects de procédés de formulation pour améliorer les qualités organoleptiques, nutritionnelles et fonctionnelles des protéines végétales. Et puis tout un volet également sur ce qu'on va appeler donc les nouvelles protéines, les protéines issues d'un sec, les protéines vitales, issues de la fermentation notamment, avec des questions autour de leur production, de leur mise en œuvre, de leur fonctionnalité, notamment sur des aspects de qualité sensorielle, sur leur qualité nutritionnelle et la physiologie du consommateur. L'autre volet dans cet axe concerne les ferments, avec un premier volet d'expertise autour de la production et la stabilisation des ferments, leur mise en œuvre et l'interaction avec la structure des aliments, et puis bien sûr l'identification de nouvelles souches fonctionnelles. Et puis un volet sur les nouvelles applications et les procédés fermentaires pour la fonctionnalisation et la préservation des aliments végétaux. Et puis, les dernières thématiques abordées dans cet axe concernent l'identification, les effets, les conditions de mise en œuvre des probiotiques, avec un volet sur l'analyse métagénomique des microbiotes et notamment l'étude des liens entre microbiote et santé. Et puis, un autre volet sur l'identification et la mise en œuvre des souches à effet positif des probiotiques et les propriétés et structures des prébiotiques. Donc ça, c'est ce qui concerne le premier axe. Ensuite, le second axe est centré sur le développement durable, l'évolution de la demande sociétale. Alors, cela inclut, pour commencer, des projets et des expertises autour de l'orientation du consommateur vers des régimes sains. Donc, concrètement, c'est comment, quelle compréhension des déterminants, des préférences alimentaires des consommateurs et quelle identification des leviers d'évolution des préférences alimentaires, avec également la mise en place de stratégies de reformulation nutritionnelle des aliments. Sur ce second axe, le second volet concerne l'usine agroalimentaire du futur, avec des travaux autour du développement de nouveaux procédés, et puis des choses aussi autour de l'éco-conception, avec l'optimisation des consommations au niveau des procédés, que ce soit des consommations en eau, en énergie ou encore en matières premières, avec aussi des enjeux de diminution des rejets et des pertes. On s'appuie également beaucoup sur ce volet, sur les expertises en termes de modélisation et de développement d'outils d'aide à la conduite de procédés,
avec l'intégration de capteurs et puis d'outils numériques. Et puis, on a également tout un volet de recherche autour des emballages pour l'agroalimentaire, avec des questions à la fois sur l'alimentarité des emballages, des questions aussi sur les nouveaux matériaux pour les emballages et puis sur les emballages actifs. Et puis, le dernier volet de cet axe, c'est ce qu'on a appelé la naturalité. Donc, ça va être le développement et la qualification de nouveaux ingrédients fonctionnels, naturels, alternatifs à d'autres ingrédients. Et puis, la reformulation des aliments pour des produits clean label. Donc, l'identification d'alternatives naturelles, on l'a évoqué, mais également d'alternatives procédées aux additifs, et notamment en particulier aux additifs qui sont controversés. Enfin, le dernier axe du positionnement stratégique de Qualiment concerne l'alimentation pour des populations spécifiques, qualité nutritionnelle et sensorielle. Donc en fait, au niveau de la qualité nutritionnelle et sensorielle et de la digestibilité, on a un certain nombre effectivement de travaux qui sont menés par les chercheurs de Qualiment autour de l'amélioration de la composition des aliments, des recherches sur l'équilibre nutritionnel sans obérer la qualité sensorielle et la sécurité des aliments, et puis beaucoup de choses aussi pour essayer de développer des stratégies pour diminuer la teneur en sel, en sucre et en gras dans les aliments. Et puis, on étudie également les mécanismes périphériques et cérébraux des perceptions sensorielles et les comportements ingestifs, et puis la structuration des aliments et leur relation avec la biodisponibilité des nutriments et l'identification de biomarqueurs. Et donc, ces sujets vont être déclinés par les chercheurs de Qualiment, notamment en fonction de ce qu'on appelle des populations spécifiques, donc qui ont des besoins en termes d'alimentation particuliers. Ça va être notamment le cas des personnes âgées et des seniors, mais également des enfants, des nourrissons, des sportifs également, des personnes qui ont des allergies alimentaires, mais également des régimes sans gluten ou autres typologies, autres spécificités alimentaires. Et donc, sur ces travaux-là qui sont spécifiquement dédiés à des populations ciblées, donc les chercheurs de Qualiment vont réaliser des travaux sur la physiologie digestive et l'identification des besoins précis en termes nutritionnels de ces populations, la perception sensorielle également, le comportement et les choix alimentaires de ces populations spécifiques, afin in fine de construire des aliments qui soient adaptés en termes de composition, de structure pour les besoins de ces populations et qui répondent bien sûr aux spécificités des populations ciblées, notamment au niveau des allergies ou autres. Donc voilà pour ce qui est du positionnement stratégique de Qualiment. Et puis un dernier mot pour vous présenter quelques exemples de projets de ressourcement financés par Qualiment. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, les projets de ressourcement ont pour vocation d'apporter les expertises, de permettre aux laboratoires de recherche de développer des expertises qui demain pourront servir à accompagner les entreprises dans leurs projets d'innovation. Donc 4 exemples de projets de ressourcement financés par Qualiment. Donc le premier, c'est le projet Dynamo, qui a démarré il y a quelques mois, donc en 2021, qui est porté par l'unité Seafood, mais pour lequel est également impliqué donc le CTCPA. Et donc l'objectif du projet Dynamo, c'est la mise en place d'une analyse de cycle de vie dynamique pour l'évaluation multicritères qui couple indicateurs environnementaux et nutritionnels des produits alimentaires. En effet, l'objectif de ce projet est de répondre à un enjeu d'être capable de soutenir la transition alimentaire vers plus de durabilité. Et pour cela, l'idée, c'est d'être capable de mener des évaluations multicritères qui permettent la prise en compte simultanée des paramètres de production et des niveaux de qualité nutritionnelle et environnementale du produit. Alors ensuite, un second projet que je souhaitais évoquer avec vous, c'est le projet NutriPoo, donc qui est porté par l'unité PNCA côté Qualiment, mais qui est en fait un projet intercarno, donc qui mêle également des laboratoires et des unités du Carnot 3 Bécart. Et donc, l'objectif du projet NutriPoo, c'est d'évaluer la faisabilité d'ingrédients riches en protéines qui sont issus
d'organismes unicellulaires et d'évaluer la faisabilité de cette production d'un point de vue nutritionnel et biochimique pour une adaptation à l'alimentation humaine, prenant en compte également des critères de durabilité. Ensuite, un autre projet va être le projet départ, donc qui est porté par l'unité Micalis et qui fait également appel aux compétences de l'unité PAM à Dijon. Et donc là, qui vise à mettre au point une méthode in vivo alternative au modèle souris pour le criblage de nouvelles souches de bactéries probiotiques avec des effets anti-inflammatoires. Et précisément, donc, ce modèle alternatif est un modèle de poisson zèbre. Et ensuite, un dernier mot sur le projet Vegin, donc, qui est porté par le STLO, mais qui fait également appel donc, aux expertises de PAM, de Science et du GEPEA, qui s'inscrit donc dans le contexte que nous connaissons, contexte actuel d'augmentation de la population au niveau mondial et de la demande croissante en matière de protéines. Et donc, l'objectif de ce projet est vraiment d'étudier le comportement de mélange protéines végétales et protéines de blanc d'œuf en matière d'interaction entre les protéines, mais également de caractérisation de leurs propriétés techno-fonctionnelles. Donc voilà, voici pour ce panorama de quelques exemples de projets de ressourcement de Caliment. Et je vais maintenant donc laisser la parole à Stéphanie et Jérôme, donc, qui vont témoigner d'une collaboration entre leurs deux structures. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Merci Anne pour cette introduction. Donc, j'enlève. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout marche? Ouais, c'est bon et on voit l'écran. Ok, merci. Donc, nous allons avec Jérôme de la société Tribala vous présenter la thèse CIFRE qui s'appelle IBIS, dans laquelle il s'agissait de travailler sur l'identification de bactéries d'intérêt alimentaire pour fermenter des spécialités végétales. Donc, c'est une collaboration, comme je vous le disais, entre Tribala Noyal et l'UMR STLO. Pardon Stéphane, ouais, je ne sais pas si on se présente si tu avais prévu de te présenter en dehors des structures. Moi, je suis Stéphanie Dutch, je travaille au STLO à l'INRAE et je suis chargée de recherche. Et dans le cadre de cette thèse, j'étais accompagnée de ma collègue Hélène Falentin, qui est ingénieure de recherche. Donc, vous avez la photo là. Et puis, on a travaillé aussi beaucoup avec le CIRM-BIA, avec Florence Valence notamment, dont je vous expliquerai le rôle au fur et à mesure du diaporama. Et toi, Jérôme? Pour ma part, Jérôme Niais, donc je travaille à Tribala Noyal, je travaille en recherche et développement, innovation. Je travaille en recherche et développement et maintenant je travaille pour les licences internationales, les franchises internationales qu'on déploie pour la marque Sojasun. C'est toi, Jérôme, qui présente? Oui, donc sur le projet de thèse qu'on a eu, qu'on a réalisé avec le STLO, ça portait, comme le disait Stéphanie, sur l'identification de bactéries d'intérêt alimentaire pour nos matrices végétales fermentées. La principale en volume étant les produits au soja, pour lesquels sur la marque Sojasun, on a des produits qu'on appelle classiquement et parfois maladroitement au niveau légal des yaourts de soja, mais on a gardé cette domination parce que ça parle à tout le monde. L'idée, c'était de s'appuyer sur les compétences et sur la souchothèque du CIRM pour pouvoir identifier des bactéries qui seraient les plus à même d'apporter des propriétés technofonctionnelles adaptées à nos matrices, en l'occurrence là le jus de soja, mais avec un déploiement possible sur d'autres matrices végétales. Le fait qu'on se soit associé au STLO, qui, comme son nom l'indique, est plus avec une dominante lait et œufs,
enfin on vous le montrera après, mais à apporter aussi des nouvelles compétences réciproques pour les deux entités. Le CIRM, c'est 4000 souches qui sont disponibles dans leur souchothèque et 160 espèces. Et nous, l'idée, c'était vraiment de faire un screening très large pour identifier les bactéries les plus propices pour faire un yaourt entre guillemets de soja avec des propriétés de texture, de goût qui soient adaptées à nos cibles. Et pour le STLO, au niveau scientifique, nos problématiques étaient d'améliorer nos connaissances sur le métabolisme des bactéries lactiques lors de fermentation végétale et de travailler sur les phénomènes d'interaction entre différentes souches et ou espèces lors de fermentation et dans ce cas particulier lors de fermentation végétale. Donc, on va vous présenter ici les compétences que nous avons mis en œuvre pour mener à bien le projet IBIS. Donc, c'est important de définir les compétences respectives des deux entités en amont du sujet, car en cas de dépôt de brevet ou de dépôt de déclaration d'invention, par exemple, il faut pouvoir définir ce qu'on savait avant de démarrer le projet. Donc, le STLO, l'équipe de microbiologie, on est spécialisé en fermentation, en particulier en fermentation laitière. On travaille aussi en microbiologie pasteurienne, on travaille en génomique fonctionnelle, en génomique comparée, on travaille aussi sur la transcriptomique. Nos sujets d'études, c'est les propriétés santé des bactéries alimentaires, les propriétés technologiques des bactéries qui sont utilisées aussi pour les fromages ou alimentaires, notamment les capacités aromatisantes, par exemple. On travaille sur les qualités nutritionnelles des aliments fermentés et comment, par une sélection éclairée des bactéries, on peut améliorer la qualité fonctionnelle des aliments fermentés, par exemple en faisant produire à des bactéries des vitamines dans un produit fermenté. Avec ce projet IBIS, notre volonté était d'étendre la recherche à des fermentations végétales pour répondre aux enjeux de la transition alimentaire. C'est pour ça qu'on s'est rapproché de Tribala pour mener à bien cette transition. Juste pour préciser, effectivement, enfin, le choix du laboratoire, du fait de notre proximité géographique, Tribala, Noyal est situé à côté de Rennes et le STLO est à Rennes. On pourrait penser qu'on a choisi ce laboratoire-là juste pour la proximité géographique, pour se rassurer en se disant que la proximité allait permettre de pouvoir discuter plus facilement. C'est pas vraiment là-dessus que c'est noué le partenariat. Nous, on a une expérience de plus de 35 ans sur les matrices végétales fermentées. On a développé les premiers yaourts au soja dans les années, à la fin des années 80. Et cette innovation qui a lieu au sein de notre entreprise depuis 35 ans, elle s'est faite surtout en interne, via des ressources internes et peu à l'externe. Je veux souligner par là que la thèse qu'on a réalisée, cette thèse IBIS, c'était la première du groupe, qui a été signée par le groupe. Et quand Anne Nahan parlait tout à l'heure d'évolution des cultures, pour nous, il y avait vraiment un enjeu de passer un petit peu de l'autre côté, au niveau scientifique, d'acquérir, de travailler avec des laboratoires extérieurs, c'était pour nous une nouveauté. L'innovation, elle est permanente chez nous et se fait sur toutes les matrices végétales, que ce soit le soja, le chanvre, le riz, l'avoine. On a des déclinaisons multiples sur toutes les matrices végétales. Et sur tous ces produits-là, on s'attache à maîtriser d'une part la filière, les matières premières. Le soja, il est cultivé en France et on a des contrats très forts avec des producteurs. Et les process de transformation des graines, pour les passer de la graine au jus, sont des procédés qui ont été développés en interne. Donc on apportait, nous, dans cet état de l'art initial des compétences, comme le soulignait Stéphanie, qui est assez important au début du projet, de bien écrire.
on apportait tous ces procédés et cette expérience de 35 ans. Et nous, notre ambition, c'était de développer des nouvelles gammes de produits végétaux fermentés avec des nouvelles textures et des nouveaux goûts. Et pour finir, donc, on a mis nos compétences propres en commun et on s'est largement appuyé sur la collection de bactéries d'intérêt alimentaire du CIRM-BIA, donc qui est hébergé dans les locaux du STLO. Donc, c'est la collection qui regroupe toutes les bactéries d'intérêt alimentaire. Donc, il y en a plus de 4000, comme disait Jérôme tout à l'heure. Donc, il y a une grosse connaissance, évidemment, sur les phénotypes, sur les génotypes associés à ces bactéries. Et nous, ça nous permettait de travailler sur ces bactéries et d'approfondir nos connaissances sur cette collection. Voilà comment… Ah non, c'est toi, Jérôme, ça. Oui, juste pour préciser, sur ce qu'on appelle le yaourt, légalement en France, il n'y a que 2 bactéries qui peuvent être utilisées pour faire un yaourt, Streptococcus et Lactobacillus. Pour un yaourt, ce qu'on appelle le yaourt au soja, il n'y a pas il y a aucune limite, enfin aucune limite. Si, il faut que les bactéries soient alimentaires, grasses et qu'elles soient alimentaires, ouais. Mais d'où l'opportunité en fait qui s'offrait à nous de cet éventail très large de choix de bactéries pour travailler sur la construction de nouveaux produits. Ici, on va vous détailler un petit peu le montage du projet qui a été pour nous une phase très importante et clé dans la réussite du projet. On détaille ici les différentes étapes qui nous ont permis d'aboutir à ce projet. Tout d'abord, la construction du projet de recherche et le dépôt du dossier à la NRT. C'est des discussions qui ont duré pendant… On a mis un an avant le projet de thèse. Il faut que l'industriel et le laboratoire engagent des discussions pour rédiger un projet qui soit équitable pour les 2 parties. Donc, sur cette étape-là, la rédaction du projet, elle a été co-construite. La mise en place de l'encadrement du thésard au STLO et à Tribala a été co-construite également, et on s'est réparti l'encadrement avec 4 personnes du STLO et 4 personnes de Tribala, avec un référent de chaque du laboratoire et un référent pour l'industriel pour que le thésard ne s'y perde pas. Un point de vigilance aussi sur l'équilibre des résultats publiables et industrialisables. Il peut arriver que les attendus ne soient pas communs. L'attendu du laboratoire, c'est de publier. Le métier du chercheur, c'est de publier. On était d'accord là-dessus. Nous, industriels, nos objectifs, c'est d'industrialiser les résultats et, si possible, ne pas faire savoir aux concurrents comment on y a abouti et quelles sont les souches qu'on utilise. Donc, on s'était mis d'accord dès le montage du projet sur ce qui serait publiable et ce qui ne le serait pas. Et j'entends par là que ce qui a été industrialisé n'a pas été publié. Donc, on définit également tout ce qui est de l'ordre du confidentiel et du non confidentiel pour n'avoir aucun conflit pendant le déroulé de la thèse sur ces sujets-là. Le recrutement du thésard aussi a été co-construit. On a défini conjointement Tribala et le laboratoire STLO le profil du candidat. Et toutes les auditions, tout le processus de recrutement a été conjoint. Les auditions, la sélection des candidats et la sélection du thésard a été faite ensemble. L'exploitation des souches bactériennes pour Tribala a été anticipée. On a eu des discussions avec l'INRA Transfert avant la signature du contrat pour savoir comment allait se chiffrer la licence d'exploitation des bactéries et des brevets. Donc ça, c'est des discussions qui ne se font pas avec le laboratoire, mais avec l'INRA Transfert et qu'il faut intégrer dans le rétro-planning du projet parce que c'est des réflexions qui doivent être mûries au long terme. Et sur le déroulé de la thèse, on s'était mis d'accord sur une répartition 4 jours, 1 jour, à savoir 4 jours au STLO, au laboratoire, et 1 jour par semaine dans nos locaux à Tribala.
on était attaché à ce qu'il y ait ce 1 jour par semaine pour que le candidat, enfin le thésard, puisse avoir un pied permanent dans nos locaux à Tribala, qui se familiarise avec les équipes de R&D, les équipes industrielles et l'ensemble des équipes de l'entreprise. Donc voilà, le suivi de la thèse par les 2 entités. Aussi, on a mis en place des reportings réguliers. Le thésard faisait un reporting à Tribala de manière hebdomadaire. Les réunions entre Tribala et le STLO étaient bimensuelles. Donc, tous les 15 jours, on se voyait, on discutait des résultats et des orientations ou des réorientations qui pouvaient apparaître. Et également, le manuscrit de thèse a été relu et corrigé conjointement par Tribala et le STLO. Et la soutenance, de la même façon, a été encadré par le STLO et Tribala. Donc, sur l'ensemble du processus, de sa genèse jusqu'à l'obtention de la thèse, a été co-construit, et je pense que c'est important dans la réussite du projet que cette co-construction soit intégrée pour un industriel qui voudrait se lancer comme nous dans une telle entreprise. Il faut qu'il ait ça en tête, qu'il y a un délai quand même assez long d'1 an. C'est, comme le disait à Nantes tout à l'heure, la recherche, c'est de l'innovation à long terme, mais l'innovation à long terme, ça se construit en amont et avec préméditation. Et là, la préméditation, elle a duré 1 an. Alors, on ne va pas vous développer les résultats de la thèse en elle-même. Par contre, on va faire un bilan de ce que ça nous a apporté pour chacune des 2 entités. Donc, d'abord, je commence pour le STLO. Donc, cette thèse nous a apporté des nouvelles connaissances scientifiques, évidemment, c'était le but. Nous avons beaucoup progressé sur la capacité des souches à fermenter des matières végétales, sur le métabolisme en fermentation de jus de soja. On a beaucoup progressé sur les propriétés aromatisantes des souches bactériennes d'intérêt alimentaire, puisqu'on en a testé plus de 250 dans le cadre de cette étude. Ça nous a ouvert sur de nouvelles questions scientifiques. Alors, ce projet était effectivement assez détaillé lorsqu'on l'a rédigé au départ, mais l'intérêt d'un projet CIFRE, c'est aussi de pouvoir se réorienter au cas où les résultats nous emmèneraient vers des voies auxquelles nous n'avions pas pensé au début, ce qui a été le cas dans ce projet. Donc, on a identifié des nouveaux paramètres à prendre en compte lors de la fermentation de jus de soja, et Tribala était d'accord pour qu'on travaille un peu sur ces nouvelles orientations. Donc, c'est vraiment un avantage des projets CIFRE. On a une liberté de réorientation et même d'orientation en fonction des résultats. Ça, c'est vraiment un gros plus. Donc, je vous ai mis en haut à droite la première publique qui est sortie de ce travail de thèse. IBIS nous a aussi permis de développer des techniques innovantes grâce au financement de la thèse. Par exemple, on avait des verrous méthodologiques et technologiques à lever en matière d'extraction d'ARN à partir de matrices végétales, par exemple. Des problèmes d'analyse de données métatranscriptomiques en cinétique. Grâce au financement de la thèse, on a pu mener un projet d'une ampleur qu'on n'aurait sans doute pas mené sans ce financement. Donc, nous, ça nous a permis d'avancer plus vite et d'avoir des résultats de plus grande ampleur que sans un financement CIFRE. L'ensemble des travaux est en cours ou a été valorisé. Donc, le thésard a publié un article. Il y en a 3 qui sont en cours de rédaction. On a déposé une déclaration d'invention portant sur l'exploitation des souches. Alors, comme disait Jérôme précédemment, on avait clairement écrit dans le projet au départ qu'on ne publierait pas tout ce qui avait trait aux souches qui allaient être industrialisées, mais on avait aussi clairement écrit au départ que nous, on voulait publier. Donc, on avait séparé en fait le travail en une partie
publiable et une partie non publiable. Donc voilà, et ensuite notre thésard a fait des communications dans des congrès, alors sans doute pas à la hauteur de ce qu'il aurait pu faire en absence de Covid, mais ça c'est pas lié à la thèse. Donc il a fait une communication au symposium du club des bactéries lactiques en 2019 et au Nisoplant Protein Functionality Conference en 2020, un congrès qui s'est passé en visio donc. Ce projet a aussi permis de mettre en place une collaboration entre le STLO et Tribala. On peut dire maintenant que cette collaboration semble pérenne et ça a essaimé à d'autres équipes. Donc, il y a d'autres équipes non microbio du STLO qui commencent à travailler avec Tribala. Donc, on est plutôt content d'avoir permis à Tribala de travailler avec nous sur le long terme. Et pour Tribala, oui, donc sur le long terme, on avait même envisagé l'installation d'une cellule R&D au sein du STLO. Juste pour le clin d'œil, la genèse du projet, au départ, on avait toqué à la porte du STLO en leur demandant un contrat de prestation, quoi. Là, on voulait juste leur faire des manips que nous, on ne savait pas faire. Et bon, on est parti après pour un projet de 3 ans. Plus de 3 ans, effectivement, parce que le partenariat continue et se pérennise avec des nouveaux projets dans les tuyaux entre nos deux entités. Pour Tribala Noyal, si on peut dresser un petit bilan de cette expérience, on a tout d'abord acquis des compétences scientifiques et techniques en microbiologie alimentaire. Le thésard, il a été embauché en janvier cette année avec le bénéfice pour l'entreprise d'un crédit d'impôt recherche assez attractif sur les 2 premières années de son recrutement et la création d'un pôle de compétences internes sur la microbiologie. Toute l'expérience qu'il a acquise au STLO, il est en train de la transférer en interne. La première chose qu'il a faite en arrivant, c'est d'acheter du matériel. Donc, on a eu des gros investissements sur le pôle R&D dans lequel il travaille maintenant, sur du matériel dédié à des travaux qu'il réalise maintenant sur du développement de produits. On a également, sur cette période-là, amélioré nos connaissances sur nos produits, non seulement sur nos produits finis fermentés, les produits végétaux fermentés, mais également sur nos matières premières, soit les jus végétaux, soit les ferments. Et ça a une incidence aussi sur la façon d'appréhender nos process de fabrication de ces matières premières, de ces matrices végétales. Une connaissance accrue des matières premières et de l'incidence que ça a sur les produits permet de mieux paramétrer nos process de fabrication des matières premières. On a également ce que je disais, une meilleure compréhension des impacts de nos process sur les produits fermentés, mais quelque chose qui est difficile à mesurer, mais qu'on a évalué via différents critères, c'est l'intégration d'un réseau scientifique. Les congrès, la participation d'Olivier Harlet, le thésard, à des congrès, les publications scientifiques, mais également le parcours CIFRE, nous ont permis pour l'entreprise d'avoir une visibilité et une reconnaissance des compétences internes sur l'international. Pour ma part, moi, je travaille sur le développement de franchises à la marque Sojason à l'international. C'est quelque chose qui est valorisé. Le fait d'avoir des publications sur des sujets aussi importants que la fermentation des végétaux. Et cette année, j'ai été également recruté pour l'évaluation de projets H2020 qui ont été évoqués tout à l'heure. Donc voilà, cette reconnaissance à l'international, pour nous, c'est une vraie plus-value. Merci, je vois que le temps passe, on va peut-être avancer du coup. Voilà, on y arrive. Mais trop bien. Ok, donc on passe la parole à Elisabeth Pailleux. J'arrive. Je partage mon écran. Voilà, c'est bon. Merci pour cette présentation. Donc, j'enchaîne cette fois-ci avec la présentation de l'Institut Carnot Agri-Food Transition.
Moi, je suis Elisabeth Pailleux, responsable veille et communication au sein du Carnot, et donc je serai accompagnée pour cette présentation par Hubert Brieux-La-Rochelle, directeur recherche et innovation produit, qui donc prendra la suite quand j'aurai présenté le Carnot pour témoigner de son accompagnement par l'Institut. Alors, l'Institut Carnot Agri-Food Transition, d'abord, on va commencer sur un petit pourquoi, le contexte et l'histoire. Vous le voyez, donc la Bretagne, une énorme région agri-agro, en Europe et en France, bien sûr. Et donc, en lien avec cette activité économique forte, de nombreux centres techniques et unités de recherche sont implantés sur le territoire. Et il y a eu une coopération positive constante entre le monde économique, politique et ce monde scientifique. Et puis, alors, l'actualité nous le rappelle tous les jours, il y a aussi, bien sûr, un enjeu en termes de durabilité environnementale et attentes sociétales pour la Bretagne, mais au-delà aussi, hein, en France entière et à l'international, sur ces enjeux agricoles et agroalimentaires. Donc, un tout petit peu d'histoire, mais on a eu un soutien fort du Conseil régional de Bretagne pour que les acteurs de la R&D agri et agro en Bretagne se mobilisent pour accompagner les entreprises dans leur transition. Et donc, le besoin, c'était d'avoir un Carnot avec une approche systémique sur la filière agri-agro et une approche One Health, que je vais vous détailler un peu, pour répondre à ces problématiques de transition vers des systèmes alimentaires durables pour la santé de l'homme et pour l'environnement. Donc, on a été labellisé Institut Carnot en 2020 et je vais vous détailler finalement qui compose l'Institut Carnot, Agri-Food Transition. Donc, on a un équilibre fort entre 9 unités de recherche et 8 centres techniques qui sont répartis, vous le voyez, un gros tropisme sur l'ouest de la France, avec donc la Bretagne, mais pas seulement, hein, un peu la Normandie et les Pays de Loire. Donc, le Carnot, c'est Agri-Food Transition, c'est 575 chercheurs. C'est également donc 824 publications scientifiques en 2019 et un portefeuille de 73 brevets. Et puis, pareil, une réalisation de 5,4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, ces 17 composantes, elles sont sur des périmètres variés, liées à des filières, hein, notamment filière animale, végétale et filière aussi aquacole et les algues. Et je ne vais pas forcément donc détailler l'ensemble de ces composantes, puisque l'idée, c'est que l'Institut Carnot Agri-Food Transition, c'est le guichet unique. Et bien sûr, on fait appel aux compétences de ces 17 composantes. Je vais passer ensuite à la description aussi de comment on fonctionne avec les entreprises. Donc, on a une offre R&D qui fait que là, on a un engagement fort en recherche contractuelle. Alors, si on a un tropisme breton, il faut voir aussi que même ce n'est finalement que 25% de notre chiffre d'affaires et que sinon, on a 50% de ce chiffre d'affaires en R&D qui se fait sur le reste du territoire national et 20 à 25% selon les années vers l'étranger. Et avec une progression constante de ce chiffre d'affaires depuis 2016. Là, juste pour illustrer, hein, quelques acteurs du secteur agri-agro qui sont intervenus, enfin pour lesquels pardon, nous sommes intervenus. Rapidement aussi, parce que ça nous paraît un point important, c'est notre gouvernance. Pourquoi? Parce que là aussi, il y a un fort équilibre entre la recherche académique et le secteur industriel. Donc en fait, notre comité d'orientation stratégique, il est composé à la fois de nos tutelles, donc les universités bien sûr, les établissements d'enseignement supérieur de recherche et puis nos centres techniques. Et donc, il y a un certain nombre d'industriels qui font partie de ce comité d'orientation stratégique qui vont valider notre stratégie et contrôler nos résultats. Et puis, qui vont valider la stratégie qui se fait sur proposition de notre comité de coordination scientifique qui regroupe notamment les responsables des 17 unités de recherche et centres techniques qui élaborent donc cette stratégie. Alors, quelle était cette stratégie? Nous la construisons à partir donc, de notre répertoire des domaines de compétences et d'expertise, une centaine de compétences recensées à partir de nos 17 composantes. Alors, comme toute entreprise, en fait, hein, nous, notre produit, c'est notre R&D, notre offre R&D. On écoute et on analyse les besoins des entreprises et on définit
une offre recherche et développement et transfert de connaissances et de technologies. Et on définit donc 4 domaines d'activité stratégique et 9 champs d'excellence que je vais vous détailler un peu après. Et de l'autre côté, comme ça a été déjà dit préalablement, on fait ce qu'on appelle du ressourcement, c'est-à-dire de la R&D interne. Pour cela, on identifie les enjeux PESTEL des chaînes alimentaires durables, donc les aspects politiques, économiques, sociétals, technologiques, environnementaux et légaux. On les associe à nos compétences et on définit notre stratégie R&D pour demain, pour qu'on puisse répondre aux besoins des entreprises à venir. Et donc, l'objet de cette présentation, c'est de vous détailler un peu ce qui concerne vraiment le secteur agroalimentaire. Donc, on a 4 domaines d'activité stratégique. Santé, qualité, impact environnemental des productions, plutôt amont agricole. Ensuite, transformation, conservation des aliments, qui vous concerne directement, et y compris One Health, le DAS3. Et puis, un dernier aspect, approche systémique, chaîne alimentaire intégrant les attentes sociétales. Donc, vous le voyez, on a plus d'une centaine de compétences sur ces 4 domaines d'activité stratégique. Et donc, moi, je vais faire un focus d'abord sur la partie transformation et conservation avec 43 compétences. Et je vais l'illustrer plus en détail. On a repris, tout à l'heure, on vous a présenté, j'allais dire, la chaîne de valeur depuis l'agrofourniture jusqu'à la gestion des déchets. Là, quand on fait le focus sur transformation et conservation, évidemment, on se concentre sur les chaînes de valeur du secteur agri-agro qui partent de l'industrie alimentaire jusqu'à la gestion des déchets. Ces compétences, elles sont multifilières, c'est-à-dire que c'est tout produit, dont algues, produits de la mer, lait, nutrition animale, produits frais, produits transformés. C'est bien sûr multidisciplinaire, hein, microbiologie, biochimie, chimie, dont la chimie des matériaux, génie des procédés. Et puis surtout, ce qui fait la force d'un Institut Carnot, c'est l'accès à des plateformes de R&D, avec un accès à des procédés agroalimentaires, des procédés environnementaux, biotechnologiques, des procédés de réfrigération et des plateformes analytiques ou d'imagerie. Là, pareil, je fais un petit focus sur certaines, c'est simplement pour illustrer. Par exemple, pour les industries alimentaires, on peut intervenir sur de la formulation, de la conception de nouveaux produits, caractériser des propriétés fonctionnelles et nutritionnelles d'ingrédients et d'aliments, ou vous accompagner de la phase pilote depuis la définition du process jusqu'à la pré-série industrielle. On peut également intervenir sur la validation de capteurs technologiques. On travaille sur des procédés conventionnels ou innovants. Et on peut vous accompagner pour élaborer des outils d'aide à la décision dans la conduite de procédés, par exemple. On intervient également beaucoup sur la chaîne, le maillon consommateur avec une forte expertise en analyse sensorielle et donc des capacités à comprendre le comportement des consommateurs via des panels conso. Et puis, sur la gestion des déchets, puisque ça concerne également les industries agroalimentaires, on intervient parce qu'on a des plateformes à la fois d'extraction pour de la valorisation de coproduits, par exemple, ou une compétence forte sur de la méthanisation pour mieux comprendre ce process. Et puis, on s'occupe également dans ce domaine-là, par exemple, de l'aspect plus sécurité sanitaire qui va être le devenir des pathogènes et des bactéries et des gènes de résistance dans les filières de valorisation des déchets. Ensuite, ça c'était vraiment le focus sur le domaine transformation. Et puis, il nous paraît important de bien inciter aussi sur l'aspect sécurité sanitaire. Alors, le concept One Health qui reprend en fait 3 grandes thématiques: sécurité sanitaire des aliments, nutrition pour une meilleure santé et bien-être, et aussi prévention et réduction des risques professionnels. Donc, vous voyez là aussi un pôle de compétences fort. Donc, si je le détaille, cette fois-ci, ce sont des compétences qui sont extrêmement transversales, hein, sur toute la chaîne, depuis l'agrofourniture jusqu'à la gestion des déchets, en passant par toutes les étapes intermédiaires. Et donc, si je détaille les sous-thèmes, les champs d'excellence, qui sont associés à ces domaines d'activité stratégiques, vous avez bien sûr la sécurité sanitaire des productions et des denrées. Donc là, on va avoir notamment une compétence forte en microbiologie, où on va pouvoir vous proposer de la microbiologie prévisionnelle, de l'écologie microbienne, ou une démarche d'analyse quantitative du risque, par exemple. La capacité aussi à développer des méthodes d'analyse spécifiques pour une meilleure maîtrise de la sécurité et de la salubrité des aliments.
Et puis un aspect important aussi, c'est sur toute la chaîne l'étude des agents zoonotiques, donc au niveau de l'élevage, qui sont responsables de toxi-infections alimentaires. Je vais l'illustrer ensuite par une intervention. On travaille également sur les biofilms et les microbiomes. En nutrition, alors c'est vraiment pour une meilleure santé et bien-être, donc on insiste beaucoup sur la partie santé. C'est pour ça qu'on a des compétences à la fois en termes de microbiote, mais aussi d'évaluation du métabolisme, par exemple métabolisme glucido-lipidique et énergétique. Et puis on travaille vraiment en santé avec des unités comme l'IRSET ou Numécan, donc avec des tutelles INSERM par exemple, où là on va travailler par exemple sur la vectorisation de principes actifs. Enfin, on travaille également donc sur la prévention des risques professionnels avec des risques chimiques, biologiques, troubles musculo-squelettiques ou risques psychosociaux. Et donc là, notamment une compétence forte sur ce qu'on va appeler l'évaluation des expositions et recherches épidémiologiques sur l'environnement, la reproduction et le développement, avec notamment, on parle beaucoup d'effets cocktails dans l'industrie agroalimentaire, des notions qui arrivent. Nous, on va travailler sur le lien direct, c'est l'exposome. Donc, on a une forte légitimité sur cette thématique-là. Et on va travailler aussi sur des notions d'épidémiologie en santé, au travail et ergonomie. Et une spécificité un peu du Carnot, Agri-Food Transition, c'est d'avoir par exemple des compétences via le LIRIS en sociologie, donc sociologie, économie et aspects juridiques. Donc c'est des aspects qui sont connexes mais très forts sur la filière agri et agro. Après donc vous avoir présenté les activités stratégiques, c'est-à-dire notre offre R&D, je reviens sur les thèmes prioritaires de recherche, c'est-à-dire ces thèmes sur lesquels on travaille pour construire l'offre de demain, avec 4 grands thèmes. Évolution des régimes alimentaires, avec 3 points, alimentation ciblée équilibrée, céréales complètes faiblement raffinées, réduction du sodium, végétalisation de l'alimentation et emballage intelligent biodégradable. Ensuite, un point important aussi, nouveaux systèmes de production et leur impact sur l'homme, l'animal et l'environnement, avec par exemple le sous-thème bien-être animal qui, certes, concerne l'élevage, mais en fait a des conséquences fortes, y compris sur l'industrie agroalimentaire, puisque c'est un enjeu sociétal et c'est donc une préoccupation du consommateur. Un aspect très fort, sécurité sanitaire des productions et denrées alimentaires, et puis une partie biocontrôle et santé animale, par exemple. Je vois que le temps file, donc j'accélère. Juste pour illustrer quelques projets sur lesquels on travaille en ressourcement, donc vous voyez des problématiques de décontamination de l'air d'ambiance en industrie agroalimentaire avec des traitements combinés pour faire de la décontamination biologique et chimique, donc passer de la paillasse au prototype et ensuite au mini-pilote, c'est le projet L-Biochim. Le projet EVET-SOMOC, où là, on s'intéresse au circuit court et on essaye de regarder les impacts techniques, organisationnels, économiques et environnementaux des circuits courts, et on est accompagné par une communauté d'agglomération qui veut savoir vraiment ce qui se passe sur son territoire. Donc là, on a vraiment une approche territoriale. Un point très important sur, par exemple, aussi Micronep, qui permet de développer un outil miniaturisé, qui permet d'optimiser finalement, faire un nombre limité d'expérimentations sur les procédures de nettoyage en place pour que ça soit moins coûteux pour l'entreprise parce que c'est un enjeu fort. Et puis, un sujet sur des probiotiques nouvelle génération pour lutter contre salmonella de l'élevage. Évidemment, ça a des conséquences sur le consommateur, hein, si on peut s'en occuper dès le départ. Et un procédé de cryoconcentration du lait à la ferme, par exemple, avec un enjeu de adapter un procédé utilisé sur d'autres matrices à la matrice lait, se poser des questions aussi d'impact environnemental avec la consommation énergétique et puis les fonctionnalités apportées à ce lait cryoconcentré qui se fait à la ferme, et donc aussi une problématique d'enjeu économique. Est-ce que ce type de procédé pourrait être appliqué directement à la ferme? Si vous voulez en savoir plus et nous contacter, comme vous aurez la présentation, les liens hypertextes seront actifs, donc vous pourrez vous inscrire à notre newsletter R&D Actualité, nous suivre sur LinkedIn. On organise des rencontres chercheurs, bon, ça a été un peu moins cette année forcément, mais là on va les faire sous format webinaire. C'est l'idée de présenter des résultats de recherche pour que vous puissiez rencontrer nos chercheurs sur les thématiques qui vous intéressent. Et notre responsable marketing et commercial
est à votre écoute, Léa Dulos. Et je vais vite enchaîner sur nos modalités d'intervention qui seront illustrées par Hubert Drieux-La Rochelle. Donc, nos modes d'intervention, c'est un accompagnement finalement à chaque étape du processus R&D que l'on a mis finalement dans un ordre chronologique, bien sûr, en fonction de où vous en êtes de votre stade de maturité, on peut vous accompagner à ces différentes étapes. Et notre cœur de métier, c'est bien sûr les étapes 6 et 7. Mais on peut faire de la veille scientifique, du conseil stratégique, de la participation à des réunions de direction R&D, des réunions de travail avec la participation de chercheurs d'agri-food transition ou un accompagnement scientifique à la conception d'un projet de R&D. Ça va être les étapes, on va dire, préliminaires. Et bien sûr, on intervient plus fortement sur la mise en œuvre d'un projet de R&D et le transfert de technologie. Et donc, je vais laisser la parole à Hubert Drieux-La Rochelle qui va donc illustrer finalement comment le Carnot Agri-Food Transition a pu accompagner Agromousquetaires. Bonjour à toutes et tous. Merci Elisabeth de me passer la parole. Effectivement, je suis directeur recherche et innovation chez Agromousquetaires. Donc, Agromousquetaires, c'est la filiale agroalimentaire du groupement des mousquetaires qui est représenté par plus de 3000 chefs d'entreprise, propriétaires des magasins. C'est pas loin de 150 000 collaborateurs, 6 enseignes dont la principale étant Intermarché, plus de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires et une implantation dans 4 pays européens. Plus spécifiquement, Agromousquetaires est composé de 10 filières. Alors maintenant, on est plutôt sur 6 pôles, mais dont toujours 11 000 collaborateurs, environ 4 milliards de chiffre d'affaires. Et on est le premier groupe fabricant de marques propres en France, et notamment sur la MDD Intermarché, on couvre 45% en fait de la MDD dans les rayons d'Intermarché. Donc on est présent sur la production agricole et spécifiquement sur la pêche avec nos 23 navires de pêche basés principalement à Lorient. On est présent sur toute la chaîne logistique puisqu'on a 46 bases logistiques en Europe. On est présent en agroalimentaire par la présence d'unités de production que l'on verra tout à l'heure en plus en détail. On est présent bien sûr dans les magasins, notamment les magasins alimentaires en Europe, à peu près 2500 points de vente. Et au niveau consommateur, on représente une part de marché de près de 16% derrière Leclerc et Carrefour. Voilà, donc sur la carte de France que vous voyez, on voit nos implantations agroalimentaires, donc principalement dans le Grand Ouest et la Bretagne, bien sûr, avec nos différentes filières représentées, comme la mer, on en a parlé, la filière bœuf, porc, la filière traiteur et surgelé, boissons, épicerie, lait, boulangerie. On a des activités non alimentaires aussi, une présence aussi sur la production de biocarburants et de valorisation des coproduits, donc dans la filière environnement et énergie. Sur le slide suivant, Elisabeth, s'il vous plaît. Voilà, on a une stratégie orientée sur le mieux produire, le mieux manger, avec des engagements forts pour le développement durable, avec 3 axes principaux qui encadrent notre stratégie de producteurs responsables. Premier étant de soutenir et valoriser durablement l'amont agricole. En 2, être des industriels aux pratiques responsables. Et en 3, offrir une offre de produits sains et différenciants. Donc, pour illustrer cette stratégie et concrétiser nos travaux, on a mis en place différents comités d'expertise, comme son nom l'indique, qui réunit des experts, des scientifiques, pour nous aider dans notre démarche de développement durable, notamment dans un premier temps, nous avons constitué un comité autour de la filière végétale et durable, avec le déploiement en fait de la filière HVE, haute valeur environnementale, ou CRC, donc avec du coup l'activité autour du blé et du vin, principalement comme premiers travaux sur
la haute valeur environnementale. On a un comité mer durable où on réunit des scientifiques, des experts et aussi des ONG, où on travaille effectivement sur des plans de progrès autour de la pêche. Et enfin, on a un comité filière animale durable, où là, on engage des travaux sur le bien-être animal, sur la qualité de l'alimentation, des élevages, et notamment, par exemple, sur le lait issu de lait pâturé, en fait, où on a des engagements, effectivement, sur ça. Le mieux produire, effectivement, c'est un axe très important sur un plan d'action spécifiquement sur le mieux manger, où là, effectivement, on a eu des engagements très, très forts de reformulation de nos recettes. Sur 2019-2020, 900 recettes ont été reformulées dans un objectif d'améliorer le profil nutritionnel de nos produits, en visant une amélioration des notes au niveau du Nutri-Score, mais aussi la suppression de 140 additifs dans nos recettes, donc qui ont été réalisés effectivement d'ici à fin 2020, et on s'engage progressivement sur la suppression d'autres additifs pour les années à venir. Notre engagement sur le mieux manger se traduit aussi, par exemple, sur le déploiement d'une gamme de produits bleu blanc cœur. On a créé une marque L'Essentiel, donc cahier des charges, et très strict sur une liste d'ingrédients courte, sur l'absence d'additifs, de colorants, d'arômes. Et cette marque-là a un très grand succès aujourd'hui dans nos points de vente. Et aussi l'exemple du déploiement d'une gamme de produits Veggie Marché, où là, on travaille sur plutôt l'idée des produits végétariens, végétaliens, et l'idée de répondre à la demande de plus en plus sur le flexitarisme. Voilà, sinon, je voulais donc vous témoigner effectivement des collaborations qu'on a eues avec le réseau Carnot. Bon, tout simplement parce qu'on a été très satisfait des collaborations qu'on a eues ces dernières années. Donc, un premier exemple autour de la veille scientifique et technique. Effectivement, nous avons décidé de confier effectivement une veille auprès de l'Institut Carnot pour que, et cette veille a été réalisée, je dirais, en couvrant effectivement des aspects assez larges, à la fois bien sûr technologique, environnemental, réglementaire, économique, sociétal. Et on a pu bénéficier effectivement des moyens du réseau Carnot sur toutes les sources documentaires qu'on n'avait pas, nous, de notre côté, ou difficilement accès, du logiciel de veille scientifique, et aussi directement au réseau d'experts qui ont pu être consultés lors de cette étude. Donc, les plus d'AgriFood Transition pour toute cette démarche, c'était effectivement d'avoir bien su et prendre du temps pour bien formuler la question de départ. Hein, donc, on a pu reformuler, on va dire, et bien définir les objectifs attendus au niveau de cette veille. Tout au cours de l'étude, on a eu des échanges réguliers, un accompagnement pour valider effectivement cette stratégie de cette recherche bibliographique, et puis des échanges à des étapes intermédiaires pour pouvoir être sûr d'être sur la bonne voie. Bien sûr, le rapport final nous a été restitué et on a fait effectivement une réunion de restitution avec ces résultats. L'autre exemple, c'est par exemple l'étude l'étude sur le développement d'un produit nouveau, où là, effectivement, on a confié à AgriFood ce projet avec un cahier des charges défini autour de produits sains et sûrs, d'un produit bien sûr qui soit apprécié des consommateurs, avec une démarche Clean Label toujours, et tout en respectant aussi nos connaissances technologiques et nos process en place, hein, de façon à ne pas viser d'investissement complémentaire. Donc, l'identification des verrous techniques là, ont été aussi très importants.
il fallait effectivement trouver des ingrédients aptes à nos modes de conservation et au traitement thermique fort, trouver des ingrédients compatibles aussi pour obtenir des propriétés fonctionnelles adéquates, et tout en étant clean label. Et une spécificité, c'est l'absence de croûtage sur nos produits. Donc Agri-Food nous a aidé et à structurer toute cette démarche de recherche et développement, par notamment la sélection des ingrédients, de leurs propriétés fonctionnelles, et sélectionner des variétés, en l'occurrence c'était des variétés de légumes adaptés effectivement à notre cible. Donc bien prendre en considération nos exigences, nos exigences technologiques aussi. Et ce qui a été très important, effectivement, ça a été le transfert de compétences en fin de parcours, où effectivement tout le savoir-faire et la recette nous a été confiée, mais dans un objectif aussi de pouvoir optimiser et avoir un déploiement de ces avancées technologiques et connaissances sur l'ensemble de la gamme des produits existants chez nous. Donc ça a été très satisfaisant. Un troisième exemple, c'est la valorisation des coproduits. Donc on avait une thématique forte autour des coproduits, et notamment autour de nos activités sur les produits de la mer. Donc on a confié ces travaux à Agri-Food en ayant dans un premier temps l'idée d'identifier les fractions d'intérêt sur nos coproduits, nécessité d'utiliser des procédés connus avec un faible impact environnemental. Donc ne pas réinventer en fait des process malgré tout, bénéficier des savoir-faire existants. Donc il a fallu identifier les verrous techniques, les conditions notamment de stockage des coproduits avant le traitement pour qu'ils gardent tout leur potentiel, bien définir le processus d'extraction de molécules d'intérêt à partir de nos produits, et définir le profil des produits finis obtenus, notamment toutes les molécules intéressantes. Donc Agri-Food nous a accompagnés grâce à un centre technique spécialisé dans les produits de la mer et dans la valorisation des coproduits. Donc c'est vrai que les compétences étaient là, l'expérience était là, et l'avantage de ce centre technique, effectivement, c'est d'avoir une transposition à différentes échelles, bien sûr laboratoire, mais effectivement on a pu bénéficier d'outils pilotes et aussi d'un équipement industriel qui nous permettrait de sous-traiter et de respecter toutes les conditions labo qu'on a pu découvrir et mettre en évidence. Donc voilà, ces trois exemples de collaboration ont été pour nous très satisfaisantes, et nous encouragent à continuer à l'avenir pour collaborer avec Agri-Food Transition. Merci, et merci beaucoup pour ce témoignage. Et je vais passer la parole à Françoise. Absolument, merci à tous. Et merci beaucoup pour vos présentations des carnaux et pour les témoignages, parce que c'est intéressant de voir comment ça se passe concrètement. Il y a eu quelques questions dans le chat que je peux vous adresser. La première question, enfin en remontant, est celle de du coup Christophe Latron, qui demandait les coordonnées pour le fameux point d'entrée que constituent les carnaux. Donc évidemment, on vous les rappellera en vous renvoyant les présentations. Mais je vois que Anne a déjà répondu pour Caliment. Gérard Brochoir qui demandait s'il y avait un carnot qui était plus spécialisé sur la mise au point du matériel innovant pour l'industrie agroalimentaire, donc sur la partie équipement. Il donne des exemples comme la découpe à jet d'eau, le matériel frigorifique, bas carbone, pas à ma connaissance, mais vous avez une meilleure connaissance des carnots que moi. Donc peut-être pas pour l'industrie alimentaire en particulier, mais peut-être qu'il y a des carnots qui sont
plus sur la partie matérielle. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Marc ? Oui, juste François, je voudrais revenir sur la question précédente. Si vous souhaitez avoir tous les points contacts de tous les Carnot, vous allez sur le site de l'Association des Instituts Carnot, qui est aicarnot.eu. On vous le mettra peut-être quelque part dans le compte-rendu. Et là, vous pouvez retrouver pour chacun des Carnot le renvoi vers le site internet du Carnot et également sur le site de l'AICarnot les coordonnées des contacts. Je Merci, laisse Marc. la parole à Anne pour la réponse sur la question suivante. Oui, merci Marc. Et donc effectivement dans le chat, j'ai indiqué l'adresse vers le site de l'association des Carnot. Alors par rapport à la question, effectivement non, il n'y a pas de Carnot spécialisé sur la mise au point de matériel innovant pour l'industrie agroalimentaire. Ensuite, c'est des compétences qu'on peut retrouver dans les unités membres des Carnot, par exemple pour le matériel frigorifique. Je pense alors à une unité qui n'est pas Carnot Caliment, mais avec qui on travaille beaucoup, qui est l'UR Freeze, par exemple. Donc, il y a des compétences. Donc, si vous avez une question précise sur le domaine, n'hésitez pas à l'adresser, que ce soit à AgriFood Transition ou à Caliment, et on vous redirigera de toute façon vers des équipes qui sont compétentes sur ces sujets. Donc, on peut être une porte d'entrée, en tout cas, pour ces questions-là. Alors, ouais, de notre côté, on a un certain nombre de composantes qui ont réellement des compétences dans le domaine des procédés. Je pense à l'IRDL Pontivy, je pense au pot de cristal sur le froid, la climatisation, je pense à Opal d'ailleurs, qui est une unité INRAE également sur un certain nombre de procédés. Alors après, ce qui est plus compliqué, c'est bien souvent on est amené à croiser des compétences entre plusieurs Carnots, puisque de plus en plus, en fait, un système industriel va combiner trois éléments, on va dire des éléments mécaniques pour la chimie, la biochimie, la transformation, des éléments de capteurs pour le contrôle du procédé, et puis des éléments d'information, de système d'information pour le pilotage et l'adaptation. Et c'est vrai que quand on veut faire des choses très pointues, avec des systèmes experts, avec des systèmes d'intelligence artificielle, avec des capteurs bien adaptés, lorsque tout ça n'existe pas sur le marché, il y a besoin de combiner des compétences de plusieurs Carnots. Mais ce sont des choses qu'on sait faire. Donc vous vous adressez effectivement à n'importe quel Carnot et on sait communiquer entre nous. Donc ça fonctionne. Les échanges entre les Carnots, moi je vois souvent passer des informations sur des réunions entre Carnots. Donc le réseau fonctionne bien et est bien animé, quoi. Oui, très très bien. Oui. Il y a une émulation, parce que vous voyez, même entre Caliment et nous, sur un certain nombre de compétences, on est concurrents. Il nous arrive de nous retrouver sur des mêmes contrats. Mais compte tenu de l'ampleur des enjeux au niveau de l'alimentation, de l'agriculture, de l'alimentation, de toute façon, vous ne pouvez pas avoir une pensée unique et une compétence unique. Donc, il peut y avoir quelques recouvrements, il y a une forte complémentarité et une très très bonne dynamique. Je peux vous dire, il y a une vraie émulation entre les Carnots qui tire le niveau de qualité de chacun des Carnots vers le haut. C'est très très significatif. Ok. Il y avait quelques questions d'Audivon pendant la présentation tout à l'heure à deux voix de Tribala et de Ibis sur la thèse et les thèses et la façon dont on peut les utiliser dans un cadre d'un projet de recherche. Je ne sais pas si Aude, tu es encore là, est-ce que tu peux adresser tes questions en direct puisqu'on n'est pas nombreux, mais de toute façon, je laisse peut-être Jérôme répondre. J'ai vu que vous avez rallumé votre caméra. Oui, mais je vois pas la question. Donc, si la personne est là, effectivement, elle peut la poser. Je vois qu'on n'est pas très nombreux, donc ça peut faciliter les échanges. Ouais. Je vais vous les réadresser, peut-être qu'elle n'a pas de micro. Du coup, elle posait la question du délai. Est-ce que le délai des projets de recherche est dépendant du délai de la thèse? Et est-ce que la thèse est financée à 50-50 par les différents partenaires dans votre cas précis? Je vais répondre d'abord à la deuxième question. Simplement, oui. Il y a un financement à 50-50.
sachant que pour l'industriel, le financement qu'on a fait pour la thèse bénéficie d'un CIR. Donc, c'est intégré dans le montage financier du projet. Et pour les... J'allais dire, pour compléter, il y a un financement de la NRT également. Oui. Voilà, sur la thèse. Cette partie financement, est-ce que le Carnot accompagne l'entreprise dans cette partie montage financier, à proprement parler, du projet? Alors, Jérôme, vous pouvez peut-être parler de votre expérience, mais a priori, en tout cas, le Carnot et puis les personnes des tutelles qui sont spécialisées dans les responsables partenariats, en tout cas, de chacune des tutelles du Carnot, effectivement, sont là pour contractualiser et pour discuter avec l'entreprise sur ces aspects financiers et montage de projet. Mais Jérôme, vous pouvez peut-être parler de votre... À la genèse, oui, effectivement, Carnot nous avait indiqué ces pistes-là et puis nous avait orienté sur les guichets auxquels adressaient nos demandes. Et donc, pour le CIR, c'est, je crois, la NRT qui nous expliquait les papiers à remplir, à quelle fréquence les remplir, quand renvoyer les factures, ce côté administratif de la gestion du projet. Oui, le Carnot nous a renvoyé vers la NRT. Et la première question, c'était sur les délais, c'est ça? Une question sur la durée du projet, je pense. Est-ce que c'est forcément sur 3 ans? Parce que du coup, je pense que c'est intéressant de faire appel à un thésard, mais est-ce qu'on doit se caler sur le temps de la thèse pour mener à bien son projet? Bonne question. Ça peut paraître long, 3 ans. Nous, c'était un accord entre nous et le laboratoire. Est-ce que ça peut être plus court? Je ne sais pas. Non, a priori, effectivement, les thèses, c'est des durées assez longues. En revanche, il y a d'autres possibilités de collaboration que les thèses. Je pense par exemple à des projets étudiants, par exemple, sur des formats plus courts, à des stages, à la prestation, et puis à des collaborations de recherche qui peuvent varier d'une durée de quelques mois à plusieurs années. Ça dépend vraiment des besoins. Effectivement, le cas particulier de la thèse CIFRE est très spécifique et du coup, et par définition d'une durée de 3 ans à minimum. Ouais, je vais juste ajouter que la thèse CIFRE, un dispositif qui n'est pas forcément très très connu des PME, PMI, et c'est un dispositif qui est particulièrement intéressant. Et d'ailleurs, Françoise, à mon avis, ça vaudrait presque le coup de faire un webinaire spécifiquement là-dessus, parce que c'est vraiment un dispositif très intéressant pour les entreprises qui veulent finalement acquérir et développer leur capacité à faire de la R&D. Et ce dispositif, comme l'a effectivement exprimé Jérôme, bien souvent, les thésards, à la fin de la thèse CIFRE, sont embauchés par l'entreprise. Parce qu'en fait, l'entreprise obtient à la fois le résultat d'un projet, mais également, finalement, une personne compétente qui sait conduire de la recherche, qui connaît l'entreprise, qui connaît le sujet. Donc, c'est un dispositif, et c'est un dispositif qui est assez économique, assez intéressant au niveau économique, puisqu'il y a effectivement une subvention de la NRT. Bien souvent, vous pouvez avoir des subventions régionales. Enfin, c'est vraiment un dispositif. Et l'investissement de l'entreprise, bien évidemment, rentre dans le cadre du crédit impôt recherche. Donc, c'est un dispositif qui mériterait d'être plus mis en lumière au niveau des IA. Je lance un appel. On est d'accord, oui, c'est un dispositif qu'on essaye de promouvoir régulièrement parce qu'on y croit beaucoup. On a beaucoup de bons retours en tout cas. Absolument. Je crois qu'on a fait le tour des questions. S'il n'y en a pas d'autres, il ne me reste plus qu'à remercier beaucoup les intervenants et les participants. Et évidemment, on vous enverra du coup le compte-rendu avec toutes les informations que vous avez demandées, les supports de présentation en PDF et le replay. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, bon après-midi. Bonne journée. Merci à Lamia d'avoir permis cette présentation. Au revoir. Au revoir. Au revoir.